Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, le président des Manufactures Nationales, puisque c'est notre nouveau nom, nous souhaitons la bienvenue pour évoquer ce soir les inspirations lointaines, comme j'ai bien aimé évoquer ce thème, c'est-à-dire les résidences des artisans, designers à l'étranger. Un point à rappeler, je l'ai déjà évoqué, mais je le rappelle, c'est un changement important de la politique française, notamment à l'international, que d'envoyer des designers, que d'envoyer des métiers d'art à l'étranger. Alors il y a la Villa Kujoyama pour ce soir, il y a la Villa Albertine, la Villa Médicis, la Casa Velasquez, la Villa Egra, la Villa Sawagatam, bientôt d'autres qui vont être créés. Donc c'est important de voir ce changement de la part du positionnement de la politique française à l'international, que d'envoyer pas uniquement des gens de théâtre, pas uniquement des peintres, pas uniquement des écrivains, mais aussi des designers et des métiers d'art, j'allais dire se confronter, oui, parce que c'est une forme de confrontation, on verra ce soir, confrontation évidemment positive ou pas, et comme je dis parfois avec les intervenants pour préparer, c'est intéressant de se dire qu'ils n'y ont rien trouvé aussi. Alors, ça n'arrive jamais, mais ça peut être intéressant. Bon, j'ai pu séjourner quelques années à la Villa Médicis. C'est un immense trouble quand on arrive dans un lieu pareil ou dans un pays comme le Japon. Ça peut être troublant, ça peut être assez bloquant, ou au contraire, ça peut être hyper créatif, et c'est ça qui est intéressant. Et généralement, ces blocages ou ces créativités, on le retrouve tout au long de sa vie. En tout cas, vous êtes encore jeune, mais vous verrez comment ça permet d'irriguer sa créativité. Alors ce soir, deux personnes qui sont parties au Japon, la Villa Kujoyama, et on va commencer par la première, c'est Aurélie Lanoiselet, qui travaille la broderie, qui réinterprète la broderie, et qui, après avoir été talent d'exception de la Fondation Bettencourt, a été aussi prix artisanat et innovation de la Fondation EY et est membre des grands ateliers de France depuis 2022. Et elle a fondé en 2002 Textile et Broderie. Et voilà, qu'est-ce qu'a apporté le voyage au Japon? Ça a apporté énormément, en fait. La salle, il faut... Pardon. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Pour faire un petit peu connaissance, en fait, moi je vous ai préparé quelques images afin que vous puissiez faire connaissance avec mon travail. Donc effectivement, en fait, moi je suis créatrice d'art textile et ma spécialité est la broderie, mais c'est quelque chose en fait que j'envisage autour de l'échantillon et de la recherche. C'est ça mon cœur d'activité, de créer des matériaux. Donc j'utilise en fait des techniques vernaculaires de broderie, mais que je mélange avec de la teinture, une recherche autour des matériaux qui est aussi basée autour du recyclage, puisque tous les matériaux peuvent être ennoblis. Et je travaille notamment pour la haute couture et le prêt-à-porter. Donc il y a quelques exemples. Pour le costume de cinéma, la haute maroquinerie, des accessoires. Mais aussi, pour le design, l'architecture d'intérieur, les objets. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus facile de réemployer des matériaux. Donc là, il y a notamment un travail sur de l'ardoise, où là, c'est la partie un peu plus extrême de mon travail de broderie, puisque moi je pars du postulat qu'en fait à partir du moment où on peut percer, on peut broder, ou on peut même emballer. Voilà. Et en parallèle de mon travail pour les clients, j'ai aussi des pièces plus personnelles qui sont présentées pour des expositions. Donc ça va du luminaire, de l'objet, ça parle beaucoup aussi du vêtement, dans sa fonction et son questionnement. Et j'ai donc eu la grande chance et l'honneur d'aller en résidence à la Villa Kujoyama du 15 mars au 15 avril de l'année dernière, en 2024. Et cette résidence, en fait, est née d'un petit problème personnel, on va dire, puisque je parlais déjà beaucoup du Japon, en fait, dans mon travail, sans jamais y avoir mis les pieds. Et ça commençait à devenir un peu gênant pour moi, parce que donc ça c'est les exemples en fait que vous voyez là. Il y avait en fait c'était des images stéréotypées d'une Française qui a jamais mis un pied là-bas. Donc il y avait le dragon Liu, travailler sur des hobbies, mais aussi avec les techniques Boro en fait pour de l'archi d'intérieur.
Et la dernière pièce, en fait, c'est le sac que vous voyez qui est là, en fait, qui est né de l'évocation du printemps et des sakuras, les cerisiers au Japon. En fait, juste l'entendre à la radio, ça a donné cet échantillon-là qui a fait modèle. Donc, à ce moment-là, en fait, c'était vraiment intriguant. Et grâce à la Fondation Bettencourt, le fait d'avoir été lauréate, il y a une possibilité de partir 1 mois et pas sur une résidence longue. Et ça, c'est vraiment une chance que ce soit un programme, entre guillemets, à la fois très long et très court. Parce que quand on a un atelier à gérer, je pense qu'on a tous cette problématique, c'est comment ça va se passer de partir, tout simplement. Et en fait, c'est faisable. Et donc, mon projet, en fait, c'était vraiment d'aller à la rencontre du Japon à travers la villa. Et que ce soit une rencontre, en fait, c'était un projet que j'avais intitulé Ishigo Ishie, qui est un idiome, en fait, japonais, qui consiste, en fait, à décrire la préciosité de l'instant unique. Donc, l'idée était d'aller à la rencontre d'inspirations réelles et pas d'images sublimées. Donc c'était nourri de rencontres artisanales, de culture, de décors, en fait, d'aller vraiment à la rencontre du Japon. Donc c'était vraiment très très chouette. Et j'ai rencontré donc des artisans incroyables. Donc forcément, en fait, l'envie c'était de rencontrer des brodeurs, mais ce qui est difficile en fait quand on n'a pas forcément les contacts. Et là où ça a été vraiment génial, c'est l'accompagnement qui a été fait par la villa. Parce qu'ils m'ont permis de rencontrer notamment la famille Kida. Et c'était une rencontre vraiment incroyable parce que les artisans japonais, en fait, ont un sérieux tellement impressionnant. Donc, eux travaillent le fil, au fil de soie, mais c'est que du fil de soie, en fait. C'est ce qu'on voit là. Ils arrivent à créer du volume à plat, ce qui s'apparenterait pour nous à la peinture à l'aiguille. Dites-moi si je vous perds. Hein. mais c'était vraiment très incroyable. Et ce qui était vraiment beau, c'est la confrontation, en fait. Parce qu'au départ, c'était une rencontre qui avait été initiée par la villa. Donc, on était tous un peu empruntés. Et l'artisanat, en fait, c'est universel. Donc, à partir du moment où, en fait, eux nous ont proposé, en fait, de découvrir leur travail. Donc, on voit notamment le paravent qui a été créé pour la cérémonie du thé. Et moi, j'ai été subjuguée, en fait, parce que nous, en Europe, on utilise notamment du fil d'or. Et eux ont réussi, en fait, à inventer avec leur technique comment faire autrement. Donc, c'est du papier washi, en fait, qui est recouvert de feuilles d'or et qui est finement ciselé et qui donne l'illusion du fil. Et en fait, on a eu beaucoup d'échanges avec Monsieur Kida sur nos techniques, où il allait me chercher des livres, où on essayait d'échanger pour comprendre. Et c'était vraiment très, très chouette. Parce que cette photo-là, elle est assez drôle parce que on a beaucoup de respect par rapport aux conventions. Et à la fin, c'est Aki, donc, qui est leur fille, qui me met la main dans le dos. Et moi, je sursaute parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on se touche, en fait. Et vraiment génial. Et eux, ils étaient très intéressés de voir comment je mélangeais les techniques, en fait. Voilà, je vais faire plus rapide. Donc là, c'était une autre famille de brodeurs. C'était le studio Nagakusa, où eux, ils travaillent aussi bien pour les costumes No. Et eux, par exemple, ils mélangent à la fois le katazome, la peinture sur soie et aussi la broderie. Mais c'était pas du tout la même dimension, en fait, de rencontre. Je suis aussi allée dans le quartier Nishin. J'ai toujours du mal à le prononcer. En fait, ça a donné beaucoup de blagues entre nous. Donc, je suis même pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce. J'y arrive toujours pas. Je prononce pas. Tu prononces pas. Mais en tout cas, elle s'appelait Emma. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai eu la chance, en fait, de partir avec des petits cadeaux à échanger. C'est la photo qu'on voit, la première. En fait, j'étais partie avec des dentelles de la maison Solstice. Et de pouvoir échanger aussi sur des matériaux. En fait, c'est la photo où Emma a sorti tout de suite le compte-fil pour échanger. Et ils nous ont fait une visite d'atelier, en fait, où eux, ils font du tissage. Et ils nous ont montré la partie très artisanale, alors qu'en fait, il y a un côté industriel avec des machines de l'autre côté qu'ils ont gardé un petit peu plus secret. Donc, c'était amusant, en fait, de voir comment on se perçoit sans se connaître. Et voilà, donc là c'était la rencontre avec Taketoshi Akazaka, donc qui travaille le katazome, qui est une technique en fait d'impression au pochoir.
Et ça a été une très belle rencontre, en fait, parce que lui, il est vraiment en accord avec tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'il utilise les plantes, en fait, qui sont au pied de son atelier pour faire les teintures. Les réserves en pochoir, c'est fait sur du papier, en fait, qui est du papier washi, qui est teint dans le kaki pour le solidifier. C'est découpé au cutter pour faire les motifs. Et pour les impressions, en fait, qu'il va mettre en réserve, ce qu'on voit en bleu, c'est une technique à base d'amide bonderie qui se dissout après dans l'eau. Donc on avait vraiment un processus 100% végétal et génial, et un atelier au bord de la rivière, une vraie carte postale. Et la Vilain, en fait, moi j'avais dit que j'avais envie de rencontrer tout le monde, quel que soit l'univers. Et grâce à eux, en fait, j'ai rencontré donc, Tanabe Chikunsai 4, qui est un artiste du bambou, en fait, et Chikunsai, ça veut dire nuage de bambou. Et donc c'est le 4e de la génération où en fait c'est les 4 photos qu'on voit, c'est à chaque fois celui qui vient après doit faire mieux que son prédécesseur. C'est bien, la pression elle n'est pas forte sur un truc comme ça. Comment ? La pression, ça met la pression quoi. Ça met la pression, mais en fait c'est dingue de voir ce que ça donne, parce que donc là en fait le grand-père, le père et l'arrière-grand-père avec une technique. En fait il a fait un petit musée où on voit vraiment l'évolution, mais c'est pas une évolution, on se dit le premier était nul. Et en fait, comme il fallait faire différent, en fait, à chaque fois, il y a eu un rapprochement vers la finesse. Et Tanabe Chikunsai 4 nous explique qu'en fait, lui, il a beaucoup voyagé grâce à son père, qui faisait vraiment du bambou très fin, on dirait du grillage sur celui qu'on voit le 3e. Et il a rencontré le travail d'Anish Kapoor. Et en fait, il fait des choses qui sont complètement dingues. On ne pouvait pas prendre en photo ce qui était en train de se faire parce que c'est pour l'année prochaine. Mais c'est lui qui fait tous les habillages en fait en bambou des boutiques pour Loewe. Donc c'est des choses monumentales qui sont complètement dingues. Et il était hyper gentil, adorable. Et il nous a emmenés voir, en fait, c'est ce qu'on voit dans le temple, ce qu'il était en train de construire donc, pour l'Expo universelle cette année. Et il y a Nina Fradé qui était résidente en même temps que moi là-bas. C'est la photo en bas avec son regard de petite fille, parce qu'elle travaille le bambou, elle était vraiment hyper impressionnée. Et c'était vraiment dans la générosité, toute l'équipe, il nous a montré de A à Z. Et lui, il a créé une école en fait où on apprend d'abord à fondre le bambou pendant quelques années avant de toucher à la partie suivante. Mais très chouette, impressionnant. Et la magie d'Instagram, en fait, j'ai rencontré une brodeuse qui a été formée à Londres là-bas, qui s'appelle Isae. Donc ça fait partie aussi des rencontres qui m'ont marquée, parce que c'était comme ça que vous me l'aviez présenté. Donc je vous fais la joie de partager les bons moments. Et aussi la rencontre avec Wei, qui lui a une histoire folle en fait, il est chinois. Et il est né au moment de l'enfant unique en Chine, donc il y a une histoire familiale qui est très très lourde. Et pour faire simple, en fait, sa grand-mère lui disait si tu arrêtes de pleurer, tu auras un ballon, puisqu'il a été exclu de sa famille, puisque c'était le 2e. Et il n'a jamais eu le ballon, mais par contre son travail nous parle que de ballons dégonflés. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager son travail voilà, pardon. Et dans les rencontres vraiment qui m'ont vraiment marqué, même si elles m'ont toutes marqué, c'était la rencontre de Yoshika Yajima, qui est doctorante à l'université d'Osaka et qui a écrit une thèse en fait sur l'art des nœuds floraux de la période Edo à aujourd'hui, mais du point de vue du genre, parce que les techniques en fait des nœuds je vais faire court parce que mais c'est vraiment hyper touchant, parce que moi je suis partie justement avec mes images stéréotypées où les nœuds japonais, je les connaissais comme des images un peu des images d'Épinal, mais sans comprendre le sens que ça avait. Mais c'est ce qui m'a vraiment le plus bouleversée, puisque
c'est vraiment une technique nouée pour être dénouée. Déjà, dans sa finalité, c'est touchant. Mais c'est une technique en fait qui disparaît, qui avait été proposée en fait à l'éducation des enfants et qui aujourd'hui n'est presque plus enseignée. Et donc Toshiko Tanaka, qui est sur la photo avec Yoshika, est l'une des dernières détentrices des savoir-faire du nœud. Et pour comprendre, en fait, moi, là où ça m'a bouleversée, c'est la boîte de communication qu'on voit, la boîte en lac noir, avec un nœud en forme de papillon. En fait, ça, c'est la boîte de communication de la famille impériale. Et c'est le secret qui est protégé par le nœud, en fait, parce que c'est un nœud qui est tellement complexe à réaliser que s'il est touché, en fait, on sait tout de suite qu'il y a eu une effraction. Et j'ai trouvé ça tellement beau. En fait, nous, on est là avec des cadenas, des codes, des trucs, alors que c'est juste une cordelette nouée de la main. Et c'est un savoir-faire tellement beau et plein de sens, en fait, qui est sans tambour ni trompette. Et, enfin, voilà. Je vais changer parce que sinon, je vais garder la parole trop longtemps. Et tout ce parcours, en fait, a été ponctué avec Miyuki, et qui est devenue une très grande amie. Et Miyuki, en fait, c'était la rencontre folle, parce qu'au départ, c'est Adèle de la villa, la directrice de la villa, qui me dit « Ah, ben, je crois qu'il y a une fille qui fait de la dentelle dans l'école de mes enfants. Et donc, ce serait bien que, si tu veux, vous vous rencontrez. » Et en fait, on s'est rencontrés. Et Miyuki a travaillé en fait à Paris chez un ami brodeur. Et elle a été formée à l'école de Sage. Elle est mariée avec un Français et ils sont retournés en fait au Japon pour faire découvrir la culture à leurs enfants. Et c'était une rencontre tout en douceur. Au début, enfin voilà, on était aussi intimides l'une que l'autre. Et puis on s'est vu 30 minutes et le lendemain 1 heure. Et en fait, elle m'a fait vraiment découvrir Kyoto, où c'est toutes les photos, enfin non pas toutes parce qu'il y en avait vraiment beaucoup plus. Je crois que j'ai fait 2000 photos en étant là-bas un mois. Mais ah ouais vraiment. Je faisais 32 km à pied par jour. Et voilà, ça va de la rencontre dans les musées où elle me dit voilà, tu devrais aller voir ça, où on fait une balade, on se retrouve, elle me dit bah tiens, regarde derrière la gare, il y a un onsen, c'est les petits pieds qu'on voit dans l'eau alors qu'il pleuvait. Enfin, c'était les petites pauses vraiment géniales. Et Miyuki, en fait, elle m'a accompagnée le dernier séjour, les derniers moments du séjour. On est allé à Nantan. Je ne suis pas sûre de la prononciation, mais c'est un village en fait qui est à 90 km de Kyoto et qui est vraiment niché au pied d'une forêt et qui a tout reconsidéré en fait comme technique de vie autour des miscanthus, qui sont ces plantes qu'on voit en train de sécher sur les côtés. Et ça a été aussi renversant d'intelligence, parce que c'est un village qui a vécu, j'ai pas tout compris, retenu. Et en fait, ils ont été vraiment coupés du monde pendant longtemps, et toute leur pratique en fait a été repensée avec ce qu'ils pouvaient faire, avec ce qu'ils avaient. Donc il y a je sais pas, presque des petits musées. Il y a des maisons qui sont ouvertes où on peut visiter. Donc c'est toutes les techniques de tressage. On voit du fil qui sèche, comment ça devient objet, chaussures, porte-bébé. Et en fait, en allant là-bas, c'était pour rencontrer Monsieur Shindo, qui a le petit musée de l'Indigo, et de découvrir en fait comment tout ça se composait. C'est un peu émouvant parce qu'en fait, Monsieur Shindo est décédé cet été. Et c'était une très belle rencontre en fait, parce que lui, il est vraiment passionné par l'indigo. Maintenant, c'est son fils qui a repris. Et donc, il a fait un petit musée qui explique toutes les étapes. Et là, ça a été très difficile pour moi de faire un choix dans les photos. Mais on retrouve en fait justement les techniques qui me touchaient avant d'y aller, les techniques de Boro, où en fait moi j'avais compris que c'était une histoire de rapiécer, etc. Mais en fait, quand on est dans un village qui tout à coup se retrouve coupé du monde, chaque morceau était utilisé, réutilisé, et en fait ça fait des surfaces qui sont juste magnifiques, mais qui sont chargées d'histoire aussi. Et en parallèle de ça, en fait, la photo où on voit tous les petits carrés, c'est son épouse qui avait réalisé ça
pour son cercueil. Enfin, c'est des pièces qui ont l'air assez faciles, mais comme beaucoup de choses, en fait, dès qu'on essaye de comprendre, on découvre l'immensité. Et je crois que moi, c'est plus ça que je retiens sur chaque chose, en fait, là-bas. Et en parallèle, en fait, il avait aussi un travail qui était justement plus artistique, où on n'était pas vraiment que dans la technique. Donc, c'est les pièces qu'on voit ici. Et là, je vous partage mes petites pépites. En haut à gauche, en fait, c'est le kimono qu'on voit. Il avait ce côté très brillant, et donc en discutant, il m'explique qu'en fait, c'était pour l'imperméabiliser. Mais comment on imperméabilise une toile de coton quand on est coupé du monde? En fait, c'est avec du sang de bœuf. Dingue. Mais ouais. Et en fait, au début, on est là, waouh. Il y a un petit moment de recul quand même. Mais c'est cette recherche de faire avec ce qu'on a, en fait, qui est bouleversante, et en plus, le résultat est magnifique. Et ça m'a touchée particulièrement parce que l'idée, c'était aussi de vous montrer pourquoi, comment. Parce que dans mon travail, en fait, j'ai toute une recherche autour de l'indigo et comment l'histoire de cette couleur a influé sur le costume, et notamment le vêtement de travail en Europe. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, je suis revenue, en fait, avec énormément d'images qui, moi, me servent de documentation, en fait, pour créer de nouveaux échantillons. Donc, à la fois les nœuds, à la fois les symboles. Le premier symbole qu'on voit, en fait, c'est des marques qui sont aussi posées dans le dos sur les kimonos, qui correspondent aux familles, qui est aussi un objet de protection. Et tout était source d'inspiration, en fait. Les végétaux, les rencontres, les omikuji, qui sont ces petites bandes de papier qu'on noue, une fois encore, l'histoire du nœud. Et voilà, des beautés partout. J'ai aussi identifié, en fait, des nouvelles fournitures, donc avec cet attrait du végétal. Donc il y a aussi bien dans ce que j'ai ramené, pardon, il y a des petites bobines qui sont faites avec ce qui s'apparente à de l'ortie. Donc c'est des matériaux qui sont géniaux, en fait, que je n'imaginais pas trouver. Les teintures végétales, évidemment. Donc c'est beaucoup de choses qui restent encore à exploiter. Et il y a eu énormément de surprises, parce que ça, c'était donc les inattendus. Donc, à la fois toute l'équipe de la villa, mais aussi les résidents, avec qui on avait pu échanger, voilà, aussi bien sur de l'archi que du bambou, que des belles rencontres, les surprises, les omikuji, en fait, ça a été une révélation, parce que il y a une photo, en fait, où il y en a, selon les temples, en fait, et à chaque fois c'est différent. Il y en a un qui m'a plus marqué que les autres. C'est une petite bande de papier, en fait, qu'il faut poser dans l'eau pour que le message se révèle. Et ce que je pensais être au départ, parce que je n'osais pas me lancer, mais grâce à Miyuki, en fait, j'ai compris, et à Yoshika, c'est qu'en fait, c'est un peu comme l'horoscope. C'est pas des prières. Moi, je pensais que j'étais partie avec des idées préconçues, puisque c'était un temple, c'était forcément sacré. Et c'était génial, parce que du coup, on peut y avoir accès. Et voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup de cette présentation de votre séjour, de cet éloge de l'épure. Et pour reprendre vos expressions, je pense que le simple est une des choses les plus complexes à faire. Et c'est Boileau qui le dit dans l'art classique. Hein, arriver à l'épure, à la simplicité, c'est une des choses les plus compliquées. En tout cas, merci aussi pour les photos. Alors, c'est vrai que je les vois en tout petit, mais c'est de très très belles photos. Donc je pense que vous avez aussi une capacité photographique au-delà que de votre art. En tout cas, merci. Et j'embraye tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut se jeter? Oui. Oui, mais on vous apporte un micro. On vous apporte un... Là, à votre goût. Là, de votre côté. Oh, pardon, merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces sensations. Mais moi, en fait, j'aurais bien aimé savoir, du coup, avec toutes ces expériences que vous nous avez montrées,
qu'est-ce que ça a donné sur votre propre travail en tant que brodeuse? Parce que moi, si je suis là ce soir, c'est aussi pour ça, enfin, pour voir comment ça s'est imprégné dans votre travail. Enfin, si vous pouvez en dire 2 petits mots, parce que je ne sais pas. Évidemment, en fait, ça a le goût de, au lieu de dire merci, j'avais envie de marquer à suivre. Voilà, parce que évidemment, ça influe. Par contre, le timing, moi je suis revenue en avril et j'ai aussi beaucoup de boulot à rattraper. Mais il y a un gros projet qui se reconstruit en fait pour faire vivre ça. Parce que je pensais revenir juste avec une gamme de documentation pour créer des échantillons, mais j'ai pas envie de le faire sans elle, au pluriel. Et donc c'est plus une envie de retourner pour continuer. Et les choses que j'ai ramenées en fait me servent de projet de réflexion, mais pour faire, je pense qu'il faut retourner. Voilà. C'était un mois de séjour. C'était un mois, ouais. En fait, ce sont des dispositifs, il y a 3 types de dispositifs. Il y a des dispositifs extrêmement courts, ce qu'on appelle des résidences d'inspiration. Nous-mêmes, aux Manufactures Nationales, et je vois Camille Gasser qui est ici, on reçoit des artistes étrangers. En ce moment, on a un japonais. Avant, c'était un indien. Avant, c'était un chinois. Il reste là entre 1 mois et 2 mois. Et on considère ça que ce sont des résidences d'inspiration. Donc c'est vraiment en prendre plein la figure. Et généralement, ça irrigue pendant plusieurs... Voilà. Et après, il y a des résidences plus longues. Il y en a 2 autres, Dimitri et Nicolas, qui sont dans la salle. Dimitri Linka et Nicolas Pinon, qui sont restés 3 mois. C'est vrai que là, déjà, on peut vraiment commencer à travailler à modifier son art. Et puis après, il y a des résidences beaucoup plus longues d'1 an, où là, on peut vraiment s'installer. Mais ces différents dispositifs de durée n'ont pas les mêmes objectifs. Du coup, mais elles se transforment en objectifs initiaux, c'est-à-dire se métamorphoser, mais pas tout à fait de la même manière. Et je comprends tellement votre question, en fait, ça me brûle de... je vous invite à ce qu'on échange et vous viendrez voir. Voilà. Mais pour rebondir à la question, est-ce que vous avez découvert des techniques que vous ne connaissiez pas? Alors, pas uniquement des autres métiers d'art, mais dans la broderie, ou des matériaux, ou des choses qui disent « Ah, là, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi parce que je ne connaissais pas cette technique ou ce point ou ce... » En fait, techniquement, ça reste fil et aiguille, mais c'est plus dans la façon humaine de le ressentir. Parce que de voir les ateliers, notamment la famille Kida, où ils travaillent à genoux sur de la moquette, sur un projet, en fait, ils travaillaient pour le Festival de Guyon. Et c'est des projets colossaux où ils mettent 5 ans, en fait. Et ce côté jusqu'au boutiste, en fait, c'est peut-être plus ça que j'ai pris en me disant c'est bien aussi d'être dans la recherche du sublime sans faire beaucoup de bruit. Moi, j'adore les perles. Enfin, c'était à contrario avec... Et ça me questionne beaucoup, en fait. Et je crois que là, il y a un retour au fil qui est en train de se produire, justement, pour peut-être plus ou moins. Mais c'est plus ça qui a changé en direct. Et après, oui, il y a eu forcément les matériaux comme l'espèce d'ortie, où c'est un fil qui me donne envie. Mais en même temps, je suis partagée. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retourner. Parce que j'ai une bobine et je me dis qu'il faut... Cette bobine est précieuse. Donc je suis encore dans la réflexion à savoir à quel moment je l'entame pour être sûre. Voilà. Moi, ça m'a fait c'est surtout par rapport à une technique plus large, même si je suis céramiste, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est tout ce qui est en périphérie. Et je me suis surpris à regarder le travail de l'acier, du bois, etc. Donc vraiment, la lecture vachement plus large sur l'univers du Japon. Et donc c'est vraiment un choc, une grille de lecture qui change complètement. Et là, c'est très impressionnant, quoi. Mais c'est une question que je pose à chaque fois, justement. Quelle perception ont les Japonais de leur propre métier d'art par rapport à la société? En France, il a beaucoup évolué ces derniers temps, ces 10 dernières années. Et la réouverture de Notre-Dame fait une perception nouvelle de la... Alors, j'aime pas le terme, mais de l'utilité sociale.
même si c'est pas le terme correct, mais autant il y a 10 ans c'était compliqué, aujourd'hui il y a une autre forme de perception. Est-ce que vous sentez une perception différente de la société japonaise par rapport à ces métiers? Je pense que la démarche artisanale est sacralisée complètement. C'est-à-dire que je pense qu'en Occident, par exemple, sur une galerie, par exemple, les prix d'une pièce pour des pièces contemporaines peuvent vraiment être exponentiels, alors que pour le reste, pour ce qui est de la France, par exemple, on a des pièces... L'artisan, c'est dur de dire ça, mais c'est un peu le bronze du pauvre. Ça vient de mieux en mieux, c'est en train de changer. Alors que là-bas au Japon, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que les choses qui sont faites par des artisans, c'est hors catégorie. C'est complètement. Donc, en effet, le marché est complètement différent. La lecture des objets est différente. Donc, moi, je suis arrivé, j'étais complètement largué dans le. Tout était à changer, quoi. Donc c'était. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment. Moi, ça m'a vraiment perturbé au bon sens du terme, quoi. Oui, ça perturbe dans le sens où on change on bouge les curseurs, on est. Voilà, ouais, c'est sûr. Y a-t-il une autre question dans la salle? Je regarde mes notes. Merci. Ben, merci beaucoup. Et puis on va faire une petite pause technique pour changer d'interlocuteur. Merci. Donc nous poursuivons notre voyage au Japon de l'année dernière pour les résidents de la Villa Kujuyama avec Grégoire Scalabre, et on change d'univers puisqu'on passe de la broderie à la céramique. Grégoire Scalabre, qui est maintenant confirmé dans sa pratique, on peut le dire, qui est lauréat prix Bettencourt en 2000, quelle année déjà, en 2020 1830. 1830. Oula, ça fait très ancien. Donc voilà, prix Bettencourt en tout cas, et de prix de l'intelligence de la main, et a beaucoup travaillé sur les formes originales, notamment à la manufacture de Sèvres et à l'école des Beaux-Arts, et il va nous présenter justement ce séjour au Japon et la manière dont, comme il l'a dit avant, il a été percuté, perturbé. Moi j'étais déjà un peu perturbé avant, mais enfin... Donc moi je suis, déjà sur la photo on voit que je suis assez perturbé, ça se sent. Donc oui, moi je suis céramiste tourneur, et j'ai une technique il n'y a rien d'original, c'est quelque chose d'ancestral, voilà. Et donc moi mon métier premier c'est donc tourneur, et ce qui m'intéressait c'est d'amener la céramique vers quelque chose de plus contemporain, donc d'essayer d'amener cette technique et de la transposer sur des pièces monumentales ou des installations, etc. Avant ça, je voudrais quand même remercier en effet la Fondation Bettencourt de m'avoir emmené là-bas. C'était quand même absolument magnifique. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi, parce que ça m'a permis, étant céramiste, de pouvoir se projeter au Japon. C'est le net plus ultra, quoi. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, donc j'attendais beaucoup de ce voyage, parce qu'on cristallise des choses, on imagine, et puis voilà, une fois qu'on arrive là-bas, on est vraiment transposé. Donc moi, je dois dire que comme c'était je suis arrivé, pour moi la villa c'est un peu comme une tête de proue. J'ai débarqué, j'étais là pour 1 mois et 2 semaines. Donc merci à toute la structure qui m'a accueilli, Adèle, Masako aussi, qui m'a permis de faire des liens avec les savoir-faire. Donc moi je suis arrivé je pouvais pas du tout déplacer mon atelier. Donc je suis arrivé avec des crayons, des idées. Et puis en tant que bon hyperactif, je me suis dit, là tu vas te détendre, tu vas regarder, tu vas voir ce qui va se passer. Et voilà, donc on a pu ensuite tout doucement rentrer. Mais je dois vraiment saluer même l'Institut français également, parce que arriver là-bas, ça nous a permis de rentrer en contact avec d'autres personnes et être baigné dans un savoir-faire qui est absolument sans limite. Moi, je voulais surtout pas me cantonner à la céramique, mais vraiment avoir une lecture très très large. Donc le textile, la sculpture, les couteaux, l'acier, la laque, voilà. Donc ensuite, dans moi ce qui me fascine pour le Japon, c'est vraiment cette implication dans le geste. C'est-à-dire que
j'ai été subjugué, je l'étais avant, mais de pouvoir, c'est presque cérémonial. Donc moi, ma démarche dans mon travail, ce travail d'accumulation, c'est un peu une quête avec quelque chose d'initiatique. Donc bien évidemment, quand on me dit mais tu tournes 70 000 pièces, t'en as pas marre. En fait, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que ça me permet de moi de rentrer dans un état second et de me raconter des histoires, de pouvoir jouer avec les échelles. Donc là-bas, j'ai pu voir vraiment des céramistes extrêmement confirmés, avec une rigueur. Enfin, quand on arrive petit français et qu'on va parler céramique au Japon, voilà, on prend un petit peu des pincettes. Donc moi, j'ai vraiment été très très impressionné, vraiment, sur cette partie-là. Alors donc, grâce à la villa, on a pu être mis en contact avec des centres de formation. Donc évidemment, Shigaraki, qui est une immense plateforme de céramistes, où moi qui fais également de la formation, qui en effet a formé beaucoup d'élèves, presque 500 depuis maintenant 18 ans, je suis toujours sensible au fait de pouvoir accueillir des élèves et cette transmission. Et donc ce lieu-là permet ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une immense plateforme. Donc là, moi j'ai moins de photos que toi. Hein, donc un immense four. Il y en a plein. Il y a des fours à bois, évidemment, des fours à gaz, des fours électriques. Et c'est un haut lieu de la céramique là-bas, où il y a à la fois un enseignement très rigoureux, mais également une possibilité de faire des résidences qui peuvent être financées, ou qu'on peut financer. Voilà, donc c'est des périodes de 6 mois, 1 an. C'est l'équivalent de la borne un petit peu en France, si vous voulez. C'est un peu reculé, c'est un peu dans la pampa, mais le lieu est complètement fou. Il y a vraiment, c'est très très impressionnant. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Tamba. Alors ça c'est vraiment un autre lieu très très fort. Et alors moi j'ai une petite anecdote avec ça, c'est qu'on a été mis en contact avec un céramiste là-bas qui est monsieur, je vais prononcer correctement, Ishino. Et lui, il a un parcours assez étonnant. C'est que je pense qu'il était architecte avant, où il voulait être architecte, décorateur. Et donc on imagine une espèce de petite colline, on gare sa voiture au niveau 0, et puis il y a un premier atelier qui est très très beau. Alors là, il y a ses assistants qui viennent. Lui, on ne le voit pas tout de suite, évidemment, on fait durer un peu le suspense. Ensuite, il arrive. Et là, ensuite, il nous montre un petit peu ses ateliers, mais c'est les ateliers de ses assistants qui travaillent pour lui. Et puis après, un petit peu comme dans les jeux vidéo dans les années 80, on monte de niveau, l'arcade, on arrive un peu plus haut, et là, on arrive dans son atelier à lui, qui est absolument magnifique. Donc c'est quelqu'un qui travaille la terre avec des fours à bois, très épuré. Et au dernier lieu, on va visiter sa maison. Donc là, on a déjà fait connaissance, ça a pris 1 heure, il s'est détendu, moi aussi. Et alors là, c'est absolument... Là, je ne regardais même plus la céramique, c'est-à-dire que ce monsieur avait travaillé l'enduit avec la terre sur toutes, c'est comme un torchis, mais magnifique, avec des ocres somptueux. Donc toutes les pièces étaient ouvertes comme ça. Les rampes d'escalier, chaque rampe d'escalier, c'était en bois, c'était travaillé, c'était absolument insoutenable. Moi, j'avais du mal à rester concentré tellement je trouvais ça tellement beau. Et on a échangé sur des possibilités d'exposer ensemble, de travailler des matériaux. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort, parce que il y a aussi tout ce protocole que je trouve très fort, c'est-à-dire que on va pas lui taper sur l'épaule en disant oh, salut, ça va bien. Non, donc voilà, on y va doucement. Et moi qui arrivais fraîchement de ça, on l'a vu assez rapidement. J'avais encore ces mécanismes de raccourci, parler un peu français comme ça, mais non, ça se passe pas comme ça. Donc beaucoup de temps, on s'observe, et puis sans doute découlera des projets ou des choses avec lui, j'espère, mais vraiment son lieu était absolument vraiment magnifique. Ensuite, il y avait aussi dans son lieu un rapport avec la nature. Moi, c'est ça qui m'a vraiment... Donc il y a beaucoup de moments très calmes. On parle pas d'argent, on est vraiment dans quelque chose qui est très très
zen. C'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et ça m'a donné envie de m'immerger sur une période plus longue, quoi, de peut-être 6 mois, 1 an, on verra. Ensuite, évidemment, nous sommes allés voir les îles Naoshima et Teshima. Alors moi, ce qui m'intéresse évidemment dans mon travail, c'est de pouvoir amener la céramique à l'extérieur. Et donc, ce qui m'a touché dans ce genre de dispositif et sur cette île, c'est que on a vraiment Naoshima, on a une île qui est absolument jonchée de pièces de sculptures dans la nature, voilà, sans un dispositif trop puissant autour. Juste, on a l'impression par moments qu'elles sont oubliées, qu'elles sont là, donc on a un rapport avec les pièces qui est, on parle même pas des échelles, mais on parle de, voilà. Et évidemment, pour ce qui me concerne la céramique, mais avoir une lecture très proche de l'architecture. Donc là, on a des joyaux, il y a vraiment des mises en scène de façon de présenter les pièces très épurées, avec presque rien. Et on parlait tout à l'heure de choses plus difficiles, c'est de retirer des choses et d'arriver à l'essentiel. Là-bas, moi, il y a vraiment, j'ai vu des choses absolument magnifiques avec 3 trucs, quoi. Donc beaucoup de choses à digérer, et sur ces îles, c'était assez fou. Teshima, bien sûr, alors il y a surtout cet immense musée à ciel ouvert avec très peu de choses. Donc il y a vraiment, c'est le musée par lui-même qui est impressionnant. Alors ça fait rêver parce qu'on a évidemment envie d'imaginer des pièces à l'intérieur ou de pouvoir travailler là-dessus, mais non, le mot d'ordre c'est rien, juste regarder. Donc voilà, c'était très 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 fort. Alors moi j'ai passé donc juste 1 mois et 2 semaines, donc j'ai emmagasiné pas mal de choses, j'ai dessiné tous les jours. De 6h à 10h à peu près, c'était ça, pour remplir des carnets. Comme de toute façon je voulais pas produire et c'était pas le but de la résidence, c'était vraiment de s'imprégner, de pouvoir observer, d'aller voir. On a eu la chance d'aller voir des maîtres couteliers, avec évidemment le titre de trésor vivant, avec tout un... ça c'était très intéressant. Donc dans mes recherches, j'ai aussi mélangé et j'ai commencé à travailler sur des pièces qui seraient hybrides. Donc il n'y aurait pas que de la céramique, mais il y aurait aussi des alliages. Donc pour l'instant, j'ai pas de photos parce que c'est un peu confidentiel et qu'on est dans quelque chose, dans la marmite. Ça va sortir dans quelques temps, mais en tout cas, les graines de tout le travail que je fais en ce moment a été pris au Japon. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée. Il m'a fallu du temps, hein, ça fait 2 ans, mais c'est vraiment le temps de dessiner. Et puis ensuite, quand on revient en France, évidemment, on est repris par les commandes, les choses. Donc ça se fait pas tout de suite. Il faut organiser voilà. Donc, mais moi, le Japon, j'y pense tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui. Donc là, en plus, en préparant un peu le truc, j'ai ressorti les dessins, j'ai punaisé. Enfin bon, c'est reparti, quoi. Alors. Moi, ce que j'aimerais développer avec mon travail d'accumulation, qui fait déjà depuis quelque temps sur ce thème-là, c'est de pouvoir jouer avec la nature, de pouvoir amener des pièces en extérieur. Donc le projet que j'ai, ce serait de pouvoir présenter 4 grandes pièces. Ça, c'est toujours dans le travail d'accumulation. Les autres projets sont des projets plus confidentiels dont je ne peux pas parler pour l'instant, mais pour ce qui est du travail d'accumulation, c'est donc 4 grandes pièces qui symboliseraient les saisons. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir jouer avec la nature, d'imaginer des pièces qui seraient en extérieur, qui seraient posées et jouer avec les saisons. Donc on imagine par exemple des pièces qui pourraient être à l'automne et d'avoir ces camailleux de pièces, mais aussi on parle, ça je pense que tous les Européens, dès qu'on parle du Japon, on va faire évidemment une anecdote avec les cerisiers, mais bon, moi il y a quelque chose avec les couleurs qui m'intéresse. Je me considère pas comme un grand coloriste, mais vraiment plutôt quelqu'un qui tourne, qui travaille la terre avec cette capacité de multiplier et de jouer avec les échelles sur des pièces qui seraient évidemment plus conséquentes, quoi.
Oui, alors c'est le même. J'ai des choses comme ça qui m'ont marqué, c'est-à-dire que cette résidence m'a permis de m'arrêter et de contempler, de pouvoir vraiment. En plus, le lieu est vraiment très très proche de la nature. Donc on a pour quelqu'un qui vit à Paris, quand on se retrouve là-bas, on va vraiment. Donc moi, mon inspiration, c'est de pouvoir amener les pièces. Jouer avec la nature, par exemple les temples. Alors là, il y en a des centaines à aller voir. Et ce que je trouve très intéressant, c'est Il y en a 2500. 2500, voilà, c'est pas mal. Alors j'en ai pas vu 2500, j'ai dû en voir une dizaine, une quinzaine, mais c'est déjà pas mal. Et ce que je trouve très intéressant, c'est moi qui travaille dans l'accumulation, c'est les jardins zen avec cette granulométrie qu'il y a au sol et de pouvoir imaginer ou de travailler sur des petits morceaux de silice, puisque c'est ça, qui sont ensuite accumulés, qui se transforment et qui deviennent ensuite réellement tournés, qui deviennent céramiques et qui construisent ensuite une construction. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment... Mais ça, j'ai pu le voir que lors de choses que je pouvais regarder, re-regarder une deuxième fois, dessiner, etc. Donc par moments j'étais un peu frustré parce que j'aurais aimé avoir un atelier à disposition, mais c'était pas le but. C'était vraiment de pouvoir emmagasiner et pour ensuite travailler sur des choses qui reviennent et qui continuent à m'interpeller, quoi. Donc je savais pas si à la fin il fallait parler des pièces. Donc on a un petit... donc ce sont les pièces qui ont été fait quasiment en même temps que la résidence au Japon. C'est une pièce qui est exposée à Chaumont. C'est une pièce c'est la première de plusieurs séries. Donc là, on a des formats de pièces qui sont très très grandes. Donc on a 2 mètres par 1,80 m. Et les pièces sur lesquelles je voudrais travailler font 3 mètres sur 2. Voilà, donc après on a des problèmes de poids forcément, de structure. C'est pas forcément des pièces qui seront uniquement avec des pièces tournées, mais plutôt des pièces avec des ronces ou des choses modelées, mais toujours dans un vocabulaire d'entrelacs et jamais très loin de la nature finalement sur les pièces. Là c'est tout l'inverse, c'est aussi également une pièce qui est exposée à Chaumont et qui est partie maintenant, qui est à l'abbaye de Maubusson. Et là, c'est tout l'inverse, c'est que je voulais pas du tout travailler avec la couleur, mais juste simplement les ombres et d'avoir quelque chose qui est très, très, très neutre, comme un noir qui absorbe la lumière. Donc, cette pièce est assez mystérieuse. Dans ces pièces-là, il y a déjà des formes traditionnelles que j'ai tournées japonaises. Donc, on a un vocabulaire de formes. Moi, j'ai emprunté beaucoup de formes déjà à la Manufacture nationale de Sèvres, mais évidemment, je regarde encore d'autres pièces qui sont tournées et qui sont ensuite au Japon. Donc on a encore une fois une multitude de possibilités de jeux d'échelle, de taille, de couleurs. Ensuite, c'est cette pièce, je vous parle encore de Chaumont, mais ce sont les pièces qui ont aussi amené, qui étaient un peu avant et un peu après mon voyage au Japon. Donc là, c'est une pièce qui est recouverte de 70 000 céramiques et qui fait une demi-tonne et qui est exposée à Chaumont, que je dois démonter bientôt parce que ça fait 1 an et demi qu'elle y est. Donc ça va être sympa à démonter, j'appréhende déjà. Voilà, on est encore une fois dans un jeu d'échelle. Et je vous montre cette pièce-là parce qu'on peut facilement, alors là elle est dans une cage de verre, mais on peut très bien imaginer ce genre de pièce complètement posée dans la nature, à même la pelouse ou jouer en calque avec la végétation qui s'y prête autour. Donc c'est tout ce propos, c'est vraiment moi, mon intérêt c'est ça, c'est de pouvoir amener et de pouvoir pousser et d'imaginer cette céramique qui devient finalement une mousse minérale. Donc on perd les échelles. Donc là, c'est une pièce qui est présentée au musée des Arts Déco et qui, elle, est rentrée dans la collection permanente du musée. Et là, on n'a pas de... Pareil, c'est le recto verso de la pièce qui était le Cygnus. Donc là, elle est complètement noire et elle n'a absolument aucune couleur. Par contre, j'ai utilisé 4 ou 5 porcelaines différentes. Donc quand on regarde de près,
on s'aperçoit qu'il y a des camailleux très légers. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et en plus, avec les blancs, avec la lumière, généralement, on a des lectures complètement différentes selon les périodes de la journée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a touché au Japon, de pouvoir... ils sont hyper sensibles à la lumière, donc les objets sont... Un objet peut être considéré comme assez vulgaire si la lumière est... Enfin, je ne vais pas vous faire la louange de l'ombre, le bouquin, mais enfin, on a ça, on a cette grille de lecture qui est très précieuse avec la lumière. Et moi qui travaille la céramique, je suis toujours sensible à quelque chose qui est brillant, mat, satiné. Et donc là, on a quelque chose qui peut vraiment être... voilà, c'est blanc, mais ça prend et ça peut jouer la lumière d'une autre manière. Et moi, ça me touche beaucoup, ça. Voilà, c'était le mot de la fin. J'ai mis moins de photos que toi, hein, t'as vu ? Merci Grégoire de cette démonstration de l'utilité d'une inspiration lointaine. Moi, ce qui m'intéresse, puisque je m'intéresse beaucoup à la question de l'espace sous différents aspects, et justement, ma première question, c'est comment un travail comme le tien, qui travaille sur la monumentalité, se confronte, se met en dialogue avec, alors je suis jamais allé au Japon, mais avec une pratique qui est plutôt dans une forme d'intimité et peut-être, en tout cas dans les métiers d'art, d'après ce que j'ai vu, on sent qu'il y a une espèce de, je ne peux pas dire de contradiction, mais c'est pas tout à fait les mêmes rapports à la lumière, à l'espace. Et alors, du coup, comment toi, en tant que praticien de cette monumentalité, tu t'es confronté à peut-être à des choses plus singulières, des objets de plus petites... peut-être que je me trompe complètement. Non. Moi, chaque restaurant, la petite vaisselle, j'étais comme un fou. Donc, tout ce qui... En plus, je viens de l'utilitaire, donc j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment quelque chose... je lis les pièces dans leur fonctionnalité, dans leur pertinence. Donc ça m'a touché. Mais... moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, quand on a été présenté à l'école TASC, par l'intermédiaire de la villa, Masako et Adèle avaient organisé un rendez-vous. Donc, on a toujours plein d'élèves qui sont en train d'apprendre avec leur façon, leur technique. Ils avaient des niveaux différents. Mais moi, j'étais très impressionné et très humble parce que enfin, on va pas le faire à l'envers, quoi. Un Français par rapport à un Japonais sur la céramique, bon, ça pèse pas lourd. Donc j'écoutais, je regardais. Mais j'avais peur de pas pouvoir plus partager avec eux. Et en fait, je pense que si j'avais été designer, j'aurais été peut-être un peu pris de haut et le dialogue aurait pas été facile tout de suite. Or là, comme je parle la même langue qu'eux, je fais le même métier, je suis arrivé avec les mêmes outils quasiment, eh bien, ça s'est passé très simplement. Et donc, du coup, il y a des barrières qui sont tombées. Et moi, j'ai pu rentrer dans l'intimité d'un céramiste japonais pour savoir quelle forme il préfère ou pas. Ça, j'ai pas réussi. Mais en tout cas, on a pu me montrer facilement des travaux en cours. Et je peux dire que à mon sens, ils sont arrivés à un tel niveau de perfection qu'ils peuvent s'affranchir de l'accident. Donc j'ai trouvé des choses qui... Je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais attends, la pièce que tu vois là, est-ce que tu la trouves belle parce qu'elle est au Japon ou parce qu'elle est réellement... Et donc je me suis dit, je vais en prendre une, comme ça je la ramène en France et je verrai si c'est bien ou pas. Et non, c'était bien en France aussi. Donc du coup, j'ai commencé à aimer les pièces... plus épaisse, accidentée, mais je pense que c'est moi qui ai pu entrevoir une autre lecture des pièces utilitaires. Par exemple, on a les pièces qui sont très ouvertes. C'est ce qu'on appelle un bol d'été, pour que justement, quand on prend le thé, il se refroidisse plus rapidement. Voilà. Je me souviens d'une fois, par exemple, si on parle de pièces utilitaires, une pièce qui était émaillée en noir, complètement noire. Et alors, je venais d'arriver, hein, donc je suis... Et on me sert du thé, et puis j'avais envie de dire, mais il est bien votre thé, mais enfin, on voit rien ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bizarre votre truc, pourquoi c'est... Moi, j'aurais mis une autre couleur, pour boire le thé, par exemple. Et là, je me suis pris un vent pas possible, et on m'a expliqué très gentiment que, pas du tout, c'est parce que le noir qui est à l'intérieur nous permet d'être dans une attitude d'introspection, on s'en remet à l'odeur,
à la chaleur, on est au-dessus. Et là, je me suis dit, ok, bon, alors là, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses au Japon. Et donc, j'ai tout changé, toutes mes grilles de lecture. Voilà, donc, je peux juste dire que depuis, ça fait 2 ans, et que j'ai radicalement changé ma façon de voir la céramique en général. Alors, il y a des choses que j'aime plus ou moins. Mon goût n'a pas changé, mais il y a des choses qui sont en mouvement, en tout cas. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, une question. Oui, une petite question qui me vient comme ça tout d'un coup. Est-ce que les Japonais mélangent la laque et la céramique comme ils le font avec le bois ou... Parce que personnellement, j'en ai pas vu. Alors là, il y a quelqu'un dans la salle qui voilà, donc je suis, c'est très délicat pour moi là. Nicolas, on nous demande de l'aide. Nicolas, qui est maître Jedi de la laque, va prendre la parole. C'est assez rare en fait qui mélange les deux. En fait, la céramique reste une terre qui est cuite et ensuite émaillée ou non émaillée, mais le mélange des deux savoir-faire est plutôt assez rare et en général, c'est plutôt des céramistes qui s'essayent à la laque pour changer le visage d'une pièce et pour avoir des finitions différentes. Mais en général, les collaborations céramistes et laqueurs sont plutôt très rares au Japon. Pas du tout. Une autre question? Moi, j'avais une question pour tous les deux. Vous y allez pour un séjour court. Vous ne pouvez pas trop amener avec vous vos démonstrateurs. Votre art, vous ne pouvez pas le montrer. Donc, j'imagine que vous montrez des photos de vos réalisations. J'avais pris des échantillons, en fait, des petits, et beaucoup de photos. Et comment se fait justement le dialogue? Voilà, je suis céramiste, je suis brodeuse, voilà ce que je fais. Comment ça se passe au premier échange? Parce qu'ils vous croient sur parole en disant oui, ils sont artisans d'art, mais comment ils réagissent s'il y a des échanges par photo ou par objet? Ils m'ont dit que j'étais pas brodeuse. Ah d'accord. Mais c'était pas méchant. Hein. C'est parce qu'il y a trop de techniques en fait. Pour eux ou pour eux. Et en même temps, c'était vraiment la tectonique des plaques, quoi. Parce qu'au départ, on m'avait annoncé comme brodeuse, donc ils pensaient réellement qu'on était sur la même technique. Comme moi, je ne pensais pas qu'ils puissent aussi être dans ce petit territoire tout en y mettant autant d'infini. Et la rencontre, en fait, elle est sur la matière. Tout se déclenche quand ils touchent, quand ils voient les photos, où ils commencent à demander les tailles, les hauteurs, les matières. C'est plus le même échange en fait. Moi, j'avais un petit dossier avec des photos et donc timidement, je sortais ça de temps en temps, mais c'était plutôt bien accueilli. Non, au contraire, ça m'a permis c'est une façon de me présenter, quoi. Voilà, ou en tout cas de leur dire que je suis avant tout, je suis sculpteur, mais je viens de la céramique et je viens des pièces utilitaires. Donc peut-être que ça m'a permis de. Mais non, j'ai plutôt eu la sensation d'être bien accueilli. Enfin, ou en tout cas considéré. Voilà, sur le. Après, peut-être qu'ils étaient en train de dire des énormités sur moi que j'ai pas compris non plus, je sais pas. Puis on bénéficie aussi justement de l'introduction par la Villa Kujoyama. Adèle, Masako, toute l'équipe, Camille. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait déjà ça, je pense. J'ai eu l'impression qu'on était reçus à chaque fois comme des reines. Oui, non, je pense que ça devait jouer, en effet. Un travail de préparation de part et d'autre, en disant on n'y va pas comme ça. Venant de la villa, par la fondation, ou même c'est l'Institut français, ça devait, je pense, un peu camper le décor. Quoi, Alors j'aurais une question pour Camille, dans la salle, qui est Camille Gasser, qui est designeuse, qui travaille beaucoup avec nous, et qui est en charge justement de la résidence des artisans étrangers en France. Actuellement, on a un designer japonais. Et quel est lui, parce que là on a la parole des Français au Japon, et quel est lui son rapport à l'artisanat? Alors évidemment on le fait surtout voyager dans nos ateliers au Mobilier National et à Sèvres et ailleurs. Quel est lui de l'autre côté quand il se confronte à nos pratiques? Quelle est sa réaction? Oui, alors du coup, juste pour recontextualiser, les résidences au Mobilier National, c'est des résidences de recherche et d'inspiration.
Donc c'est un programme qui est quand même très récent. Et c'est en partenariat avec les instituts français. Et donc là, en ce moment, il y a un résident japonais qui n'est pas là ce soir parce que la conférence était en français. Mais je le débrieferai. Et donc, ils sont généralement là pour 3 semaines. Et en fait, l'idée, c'est de venir s'immerger dans les ateliers du Mobilier National et de la manufacture de Sèvres. Et c'est en fait des visites qui sont quand même très longues dans les ateliers. Donc l'idée, c'est de prendre le temps d'échanger. Donc certains designers qui viennent ont des sujets de prédilection et d'autres viennent sans vraiment avoir de sujet en particulier de recherche. Donc là, le cas par exemple du résident japonais, lui, on a visité l'atelier de Nicolas juste avant. C'est vraiment sur la technique de la laque traditionnelle japonaise. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils découvrent aussi l'artisanat français. Donc comment est-ce que les artisans travaillent, parce que c'est complètement différent du Japon. Et au Mobilier National aussi, c'est différent. Enfin voilà, c'est pas la même chose que les autres ateliers privés des artisans. Et donc, lui, il était vraiment intéressé par la transmission des savoir-faire, comment est-ce qu'ici on transmettait les savoirs, comment est-ce que les gens rentraient dans les ateliers du Mobilier National, aussi l'histoire des outils, parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont fabriqués autant à Sèvres que dans les ateliers du Mobilier National. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour de la laque. Donc au Mobilier National, il n'y a pas de laque, enfin il n'y a pas d'atelier de laque, mais par contre il y a plein de choses qui sont très liées à la laque, à la technique de la laque. Et dans les collections, on a beaucoup de pièces qui sont aussi qui utilisent ces techniques-là. Donc en fait, c'est tout un écosystème autour de la laque qu'il vient découvrir. Après aussi, c'est des échanges. Il a été super impressionné en fait par le fait qu'il y ait quand même des jeunes qui travaillent dans les ateliers, que tout le monde était très accueillant et qui était très ouvert à montrer, à discuter, à échanger avec lui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir sa présentation parce qu'il a fait une présentation, donc c'est pour les artisans aussi, donc c'est un échange. Voilà, donc il a eu pas mal de questions aussi sur l'artisanat au Japon et donc lui, au Japon, il disait que vraiment ça commençait à décliner. Donc ça, c'est son discours à lui en tant que designer et de son rapport. À décliner ? Ah ouais. Bah ouais, voilà, moi je parle en son nom, mais oui, donc quand il a présenté en fait toutes ses recherches autour de la laque, donc il travaille surtout avec des artisans basés à Kyoto. Et il disait que ceux qui récoltent le urushi, du coup, il y en avait presque plus maintenant et qu'ils étaient genre 2 à rester. Alors, je parle sous couvert. Voilà, moi je dis ce qu'il m'a dit. On va demander à Nicolas. Voilà, donc en tout cas, lui, c'était son ressenti actuellement là-bas. Et après, je pense qu'en France, il y a une vision très différente de la laque par rapport au Japon, ce que j'ai aussi appris, parce que je suis pas du tout spécialiste de la laque. Voilà. Mais c'était dans ses échanges à lui, il a été très impressionné, je pense, et très surpris de l'artisanat en France. Mais est-ce que, c'est peut-être Nicolas et Outou, vous pouvez me répondre, est-ce que je suis vraiment pas la spécialiste de la laque, je dédouane. D'après ce qu'on m'a dit, l'artisanat au Japon, ça reste quand même très traditionnel, et la notion d'innovation, et notamment d'usage dans du contemporain, a une autre dimension peut-être plus restrictive qu'en France, où le métier d'art en France, je dis certainement des bêtises, vous me le dites, est-ce que c'est le cas? Et du coup, c'est pour ça, quand il parle de déclin, c'est plutôt le déclin de l'usage qui intéresse peut-être moins des nouvelles générations, parce qu'elle n'est pas empruntée dans du contemporain. Je me trompe ou pas, Nicolas? Oui, en fait, il disait que les designers au Japon s'intéressaient pas trop à utiliser les techniques traditionnelles artisanales japonaises, et qu'en fait, pour que les designers japonais les utilisent, en fait, il fallait qu'elles soient reconnues à l'étranger, qu'elles aient fait valider à l'étranger, et après ça revenait dans le pays, et là on disait ah ouais c'est cool, et du coup les designers japonais pouvaient utiliser ça. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Nicolas? En fait, le poids de l'artisan par rapport au designer est beaucoup plus important. Donc, en fait, le designer a du mal à imposer à l'artisan de changer, d'évoluer. Donc, en fait, comme l'expliquait Grégoire, en fait, par exemple, des pièces d'artisanat d'art ont beaucoup plus de valeur que des pièces de création contemporaine. Et en fait, de ce fait-là, il y a peu on va dire, d'évolution parce que l'artisan est cantonné dans ce savoir-faire traditionnel. Même s'il y a une envie aujourd'hui d'évoluer, mais
Il est magnifié, mais il est figé, quoi, en fait, c'est ça. Donc, en fait, on a deux systèmes inverses. C'est-à-dire, au Japon, c'est le poids du faire au détriment de la pensée, alors que nous, c'est peut-être l'inverse. C'est le poids de la pensée, entre guillemets, hein, non, mais dans les grandes lignes, ça peut être... ça s'entend. Je crois que mon collègue designer Dimitri voudrait... Oui. Oui, bien sûr. Il faut parler avec le micro aussi. Oui, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça. En fait, il y a une petite anecdote qui est assez intéressante. En 2019, on était au Japon déjà avec Nicolas pour un programme avec les ateliers de Paris qui s'appelait Savoir-faire des Takumi. Et par hasard, on a rencontré, en fait, on a croisé des professeurs de l'école Boulle, donc qu'on connaissait. Et en fait, ils avaient été invités par l'école Task, parce qu'en fait, c'est assez intéressant, parce qu'en France, par exemple, dans les écoles de métiers d'art, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'orienter dans les métiers d'art, parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même un effet de mode, mais c'est quand même assez sexy, il y a quand même cette dimension de recherche, d'innovation, qui est un peu promue par ces écoles. Et au Japon, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que dans les écoles de métiers d'art, alors les élèves, ils ont des niveaux incroyables, parce que c'est vrai que quand on est allé à Kanazawa avec Nicolas, bon, on a vu des élèves en 3e année qui sortaient quand même des pièces assez exceptionnelles. Bon, après, ils n'ont pas le même temps d'atelier aussi qu'en France. Mais par contre, dans l'apprentissage, en fait, c'est beaucoup plus figé. On est moins sur des démarches de recherche et d'innovation comme on pourrait le voir en France. Et donc, ces professeurs ont été invités pour essayer de comprendre, enfin ils voulaient comprendre les Japonais, pourquoi dans leurs écoles ils ont de moins en moins d'élèves, enfin de jeunes Japonais et Japonaises qui veulent étudier ces métiers-là, à l'inverse de la France. Et donc en fait c'était assez intéressant parce que ça rejoint en fait les discussions que vous avez, à savoir que finalement l'artisan il est quand même un peu figé dans un fonctionnement, dans une certaine tradition pittoresque. Et d'ailleurs les laqueurs à l'origine, et Nicolas en parlera mieux que moi, mais il y a un côté aussi très sacré autour de l'objet de temple. Ah oui, donc en clair, fait, les laqueurs ne font pas n'importe quoi non plus au Japon. Ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Alors, sinon, tu es artiste et effectivement, là, tu peux explorer, tu peux faire des choses un peu différentes. Mais non, là, en tout cas, on l'a vachement ressenti. Enfin, moi, je l'ai ressenti durant cette résidence, voilà, ce discours-là, quoi. Et on parle, juste, dernière parenthèse, après j'arrête, le Masako qu'on a rencontré dans le nord à Sendai, qui est qui récolte la laque. Lui, il expliquait qu'en fait, il le faisait pas pour l'argent, parce qu'en fait, à l'année, bon après, il le fait pas toute l'année, mais il va gagner 8 000 €. Et par rapport au temps qu'il investit, l'énergie, tout ça, il gagne assez peu d'argent finalement. Mais en fait, c'était hyper intéressant, sa réponse, c'était de dire, je le fais pour le Japon, quoi. Je le fais pour tout simplement pour participer à l'effort collectif et valoriser ce savoir-faire et que ça continue à perdurer. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça vachement fort d'arriver à s'extraire de soi-même, en fait, en tant qu'individu, pour servir une cause plus noble. Et en fait, la façon dont il l'avait amené, j'ai trouvé ça... Mais c'est pas très loin de la démarche des trésors vivants, où quand tu as ce titre-là, il y a une partie de toi, de ton esprit, qui ne t'appartient plus, qui tu dédies à l'État. Et donc, c'est un engagement fort, quoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouh là là, Muzukashi. Y a-t-il une autre question dans la salle? Non. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous. Merci pour ce retour d'expérience. Et à la semaine prochaine. Merci.